Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La marche vers l'unité de l'OUA à l'Union africaine, 57 années de construction célébrées ce 25 mai, journée de l'Afrique. Nous en parlons en tête de ce journal. La marche vers la modernisation des péages routiers au Cameroun après la signature la semaine dernière de l'accord entre l'État et la société Fayat, une longue parturition que vous allez suivre dans ce 20h30. Et puis la marche fulgurante de la contamination du coronavirus, plus de 5400 malades comptabilisés ce lundi. Le ministre de la Santé publique annonce l'entrée dans une phase compliquée de la pandémie. Nous allons l'entendre dans ce journal. Voilà pour les titres. L'Union africaine a 57 ans ce 25 mai, un anniversaire sur fond de lutte contre la pandémie du coronavirus. Plus d'un demi-siècle après sa création, l'Organisation de l'Unité africaine poursuit sa quête pour l'intégration et pour le développement du continent. Le contexte de la célébration de la Journée de l'Afrique cette année appelle une redéfinition des priorités autour de la crise sanitaire mondiale. La commémoration à Yaoundé, c'est un reportage de William Badier. Moment de joie, de fierté, mais aussi de recueillement et de méditation, la journée de la libération de l'Afrique, commémorée ce 25 mai 2020, permet d'évaluer le chemin parcouru depuis 57 ans, date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. 57 ans après, cet acte fondateur, l'Afrique s'est affranchie de cette présence coloniale et de l'apartheid. Elle a amorcé son unité politique et de grands progrès économiques, sociaux et culturels. De tels progrès ne sauraient occulter les insuffisances et les retards parfois patents. Le bilan d'un demi-siècle d'indépendance et de liberté du continent africain laisse dubitatif. De l'avis des spécialistes, les défis à relever se situent aussi bien au niveau politique, infrastructurel qu'éducationnel. Il serait bon d'avoir davantage de volonté politique en termes d'accélération du processus de l'intégration. Quand on construit les infrastructures de l'Afrique, ça doit être pour relier les consommateurs africains aux produits africains pour que le déplacement à l'intérieur de l'Afrique se fasse très facilement. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, encore, malheureusement. Les curricula que nous avons dans nos écoles, dans nos universités, dans nos centres de recherche, ne sont pas malheureusement suffisamment panafricains. Dans un monde où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, l'institution panafricaine aujourd'hui en appelle à l'invention de nouvelles formes de résilience. L'Afrique doit cesser d'attendre son salut des autres. L'Afrique ne peut plus se complaire dans ce rôle éternel de réservoir pour les uns, de dépotoir pour les autres. La pandémie de Covid-19 rappelle à l'Afrique d'une voix assommante l'impérieuse nécessité de rompre cette dépendance quasi totale d'avec l'extérieur par le double impératif de vivre de nos propres ressources et de nous orienter hardiment vers la voie de notre propre industrialisation. L'Afrique avance donc, et comme pour démentir les afro-pessimistes, conduits par le français René Dumont qui écrit en 1962 que l'Afrique noire est mal partie, le continent se construit progressivement autour des idéaux de paix, de sécurité et de développement. L'intégration continentale se construit également, même si de nombreux défis persistent. Voici le regard de l'homme de la rue sur l'Afrique d'aujourd'hui, le reportage de Barbara Padjama dans les rues de Yaoundé. L'ode au berceau de l'humanité engendre la conjugaison des efforts. L'Afrique, celle voulue par les pères de l'ancêtre de l'Union africaine, ne se détourne pas de ces défis. Pour sa profonde transformation, les héritiers proposent des stratégies d'industrialisation propres. Il faut repenser tout le système économique afin de pouvoir mieux investir dans le domaine culturel, dans le domaine de la santé. Les ressources forestières, les ressources halieutiques, les ressources africaines est riche, excessivement riche, pour permettre à l'Afrique de se développer et de mettre en place des infrastructures d'envergure. Pour célébrer les 57 ans de l'Union africaine, les Africains de Yaoundé pensent qu'il faille implémenter certaines résolutions. Le défi d'intégration est le défi majeur.
et plus que par le passé, que ce soit sur le plan infrastructurel, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Les réponses ne peuvent être entreprises que dans le cadre de la mutualisation des efforts. Continent essentiellement jeune, les entrepreneurs insistent sur une éducation ciblée de cette force. L'urgence est dans la formation des gens, dans la modification des comportements. Adopter la culture des résultats, du rendement dans tous les secteurs d'activité. Il faut inculquer ça aux enfants. Dans la marche vers l'intégration, le défi de la monnaie commune constitue une autre préoccupation. Si et si tous les Africains peuvent s'unir, sortir une monnaie africaine, ce serait formidable. Le visage de l'Afrique de 1963 s'est grandement embelli grâce à quelques réalisations qui l'ont transformé. La graine sémée par les pères fondateurs a germé et poursuit sa laborieuse croissance. Autre chose dans l'actualité, parlons de la modernisation de 14 postes de péage routier annoncés avec la signature la semaine dernière du contrat entre l'État du Cameroun à travers le ministère des Travaux publics et le groupe Fayat. Un partenariat public-privé scellé après de longues tractations. Rodrigue Bertrand-Tueno. 10 décembre 2009, au terme de la 8e session du Conseil national de la route, le Premier ministre chef du gouvernement désigne le ministre des Travaux publics pour conduire le projet d'automatisation du péage routier au Cameroun. Octobre 2010, le rapport d'étude du comité technique de concertation sur l'automatisation du péage routier conclut que la mise en œuvre de l'automatisation serait rentable immédiatement pour 14 postes sur les 45 du territoire national. Il représente 75% des recettes. Entre octobre 2010 et juin 2016, le ministère des Travaux publics, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat et la Commission spéciale des contrats de partenariat potassent les différentes articulations administratives, techniques, juridiques et financières du projet. Entre juin 2016 et août 2017, l'appel public international à manifestation d'intérêt est lancé. 10 groupements d'entreprises font acte de candidature. Les différents écrémages débouchent sur la présélection de 3 groupements. Du 26 janvier 2018 au 2 février 2018, les 3 groupements sont invités à l'étape du dialogue de préqualification. On appelle les candidats qui ont été préqualifiés et on discute avec eux sur ce que chacun propose comme solution technique pour nous permettre de voir quelle est la solution technique la plus appropriée pour notre pays. Le 6 juillet 2018, les offres finales de candidature sont déposées pour examen et analyse par la Commission. À l'issue de ce travail, le Premier ministre chef du gouvernement désigne en date du 24 avril 2019 adjudicataire de l'appel d'offres le groupement d'entreprises Razel Beck Société Aegis Project SA. Entre avril 2019 et mars 2020, les discussions autour des termes du contrat aboutissent à l'élaboration d'un projet de contrat. Et le lundi 18 mai 2020, la signature a enfin lieu, près de 11 ans après l'enclenchement du processus. Nous verrons les perspectives sur ce front des péages routiers au Cameroun dans la suite de notre série demain. Ce lundi, lendemain de la fête du Ramadan, lundi férié, selon un arrêté du chef de l'État, retour maintenant sur les moments forts de cette célébration à travers les régions. À la mosquée centrale de Boya, région du sud-ouest, l'imam El Hadj Mohamed Aboubakar a appelé les fidèles à garder la foi et les mesures barrières face au Covid-19. Stéphane Talla est à Boya. 30 minutes, c'est la durée de la prière spéciale qui a marqué la fin du mois de Ramadan 2020 à Boya. En phase avec les mesures édictées pour limiter la propagation du Covid-19, une grande majorité de fidèles a prié à domicile. Quelques-uns se sont tout de même rassemblés ici à la mosquée centrale sous la conduite de l'imam El Hadj Mohamed Aboubakar. Ce dernier a appelé à une confiance sans réserve en Allah pendant ces moments difficiles que traverse le monde et le Cameroun en particulier. On doit rentrer sur Dieu. Quand vous rentrez en repentant, en respectant les conditions mises par Dieu, Dieu va donner la possibilité aux gens d'être soignés. C'est lui-même qui va nous donner la solution, que Dieu nous aide et qu'il nous amène la paix, surtout
dans notre pays. Même si la célébration n'a pas connu sa ferveur habituelle, les fidèles musulmans se sont montrés beaux et belles dans leurs robes et autres vêtements bien brodés. Tous ont imploré le pardon et la miséricorde de Dieu. Qu'il nous guide nos docteurs, les gens qui sont en train de prendre les recherches pour trouver cette solution pour ce virus. Les mosquées restent fermées dans le sud-ouest et la communauté musulmane a été invitée à continuer de respecter cette mesure préventive et bien d'autres afin de barrer la voie au coronavirus. À Bafoussam, région de l'Ouest, les fidèles musulmans ont élevé des prières pour implorer la miséricorde de Dieu sur le Cameroun pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. Le reportage à Bafoussam, Jean de Dieu Croyen. C'est à cause de la pandémie du coronavirus que juste les dignitaires musulmans de la ville ont prié ici à la mosquée de Bafoussam. Chacun arborant un masque. Dans son sermon de circonstance, l'imam Dibou Djibrila, tout en remerciant Allah pour les grâces reçues tout au long du mois de Ramadan, il a invité les fidèles à continuer de respecter les mesures barrières édictées pour la lutte contre le coronavirus. L'imam empêché a livré quand même un message. Il a demandé que les musulmans prient en respectant les consignes de l'État. Dans les concessions familiales, les chefs de famille ont été des imams de circonstances et ont dirigé la prière. Les jeûnes de Ramadan, ça s'est bien passé. Je remercie Allah. Nous prions Allah le Tout-Puissant que cette pandémie puisse finir. Satisfaction, malgré que le mois de Ramadan s'est clôturé par cette pandémie qui fait rage dans le monde entier. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est bien passé. On regrette pourquoi, mais c'est fini. Cette pluie qui a arrosé la ville aux premières heures a été considérée comme une bénédiction divine pour exaucer les vœux de voir la pandémie du coronavirus être lessivée au Cameroun. À Ebolova, dans le sud, les mosquées sont restées fermées, pas de grands rassemblements populaires. Les prières de circonstance, comme les agapes, se sont déroulées en famille ou en tout petit comité. Georges Ndji est à Ebolova. À défaut des grandes prières en communauté, cette année, il avait pour seul fidèle ses enfants. Covid-19 oblige Malam Oumarou, imam de la mosquée centrale d'Ebolova, à prêcher par l'exemple en restant chez lui durant ce mois de jeûne de Ramadan. Nous sommes conscients et nous continuons à prier à Dieu de nous enlever cette maladie, cette pandémie qui a ravagé le monde entier, ainsi que notre pays, le Cameroun. La prière, le Ramadan, nous remercions à Dieu de l'avoir passé en bonne santé. Allahu Akbar. Conscients de l'importance vitale du respect de ces mesures gouvernementales, d'autres chefs de famille ont eux-mêmes mené la prière à la maison. Les prières surrogatoires en famille renforcent les liens entre les membres de la famille et nous permet aussi de transmettre aux plus jeunes les valeurs de la crainte de Dieu. J'ai organisé toute ma famille, qu'on fasse la prière ensemble chez moi ici et nous prions aussi pour le pays, pour le chef de l'État, pour le monde entier, pour que ces maladies qui est le monde, vraiment que Dieu fasse que ça s'arrête. À Ebolova, les fidèles musulmans restent donc plus que jamais mobilisés dans la lutte contre ce virus, quitte à se priver des festivités du l'Aïd el-Fitr pour le bien de tous. Et sur le front de cette pandémie, ce 25 mai, le Cameroun compterait plus de 5400 cas confirmés cumulés de coronavirus, dont près de 154 nouvelles contaminations en ces dernières 24 heures. Et pour expliquer cette flambée, le ministre de la Santé publique a tweeté ce lundi. Il écrit « Nous entrons dans une phase compliquée de la pandémie ». Hier soir déjà, sur le plateau de scène de presse, le professeur Eugène Somgui, le vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique, pointait du doigt le relâchement du respect des mesures barrières au sein de la population. L'heure est donc très grave. Franck Evina.
Les chiffres explosent, la courbe épidémiologique monte, les décès s'enchaînent. Pas moins de 1600 nouveaux cas confirmés ces 2 dernières semaines, 528 dans la seule journée du 21 mai. Encore que. Il ne faut pas se leurrer. C'est les chiffres des cas confirmés. On peut faire une hypothèse totalement raisonnable qu'il y a bien sûr plus de nouveaux cas. Nous avons une progression de l'épidémie qui est particulièrement importante et vous avez dû voir circuler des graphes qui situent le Cameroun parmi les pays où la transmission est la plus importante. C'est extrêmement grave parce que nous pourrions passer d'un pays qui a donné l'exemple au moment de la préparation de la riposte pour un pays qui pourrait devenir la risée du monde, la risée de l'Afrique. C'est grave. Si grave que le ministre de la Santé publique y a consacré un tweet ce 25 mai. Ce que Manaouda Malachi qualifie de phase compliquée de la pandémie n'est en réalité que le prix de l'irresponsabilité, le lourd tribut du relâchement des mesures barrières. On récolte ce qu'on a semé. L'indiscipline va produire la progression des cas. L'incohérence, l'inconsistance. Il faut bien se dire que lorsqu'il y a eu un relâchement dans les mesures, la population a interprété ça comme une victoire du Cameroun sur la Covid-19, avec ce qui a suivi. Cette compréhension comme une victoire sur la maladie est en train de produire ses effets. Et quand à ces comportements à risque s'ajoute la superstition, dans les centres de prise en charge, on craint la saturation. Nous avons une affluence des formes sévères, à la fois liées au grand nombre de cas, mais aussi au diagnostic tardif, à la sollicitation tardive du système de santé. Les hôpitaux, le personnel soignant est formé pour soigner les maladies, mais pas pour soigner la mort. Il faut que la population le comprenne. Passer la journée à absorber tout type de potions et au final se retrouver à 21h, 22h en détresse respiratoire pour venir harceler les hôpitaux, ça s'appelle de la sorcellerie. Le système sanitaire dispose toujours de réserves conséquentes, mais la pandémie, qui évolue désormais à une vitesse grand V, impose un plan B. On est en pleine décentralisation et il va falloir que le district de santé prenne totalement sa place, que l'on capacite le district de santé avec le transfert des moyens nécessaires pour que le district de santé puisse absorber à son niveau, notamment au moins les formes légères à modérées. Mais pourquoi risquer de mettre en mal le dernier rempart qu'est l'hôpital, si chacun à son niveau peut rompre la chaîne de propagation? Ce serait absolument dramatique de mettre dès à présent une pression extrême sur l'hôpital. Mais ça veut dire que si les gens ne veulent pas être disciplinés, s'il ne faut pas le faire, il faut passer à la répression sévère. Parce que l'alternative de la répression sévère des indisciplinés, mais c'est le confinement de tout le pays. Portez vos masques, lavez-vous les mains, évitez les contacts physiques. 3 mesures, comme les 3 lettres du mot qui n'a pas de prix, la vie. La vie n'a pas de prix. Respectons donc ces mesures barrières à la lettre. Portons les masques dans ces espaces publics. La riposte doit se renforcer sur le terrain. Les populations du Fako Est, dans la région du Sud-Ouest, viennent de recevoir du matériel d'hygiène et de protection et des denrées alimentaires. Un don de la députée Gladys Etombi Ikome. Roger Samakiporo, dans le Sud-Ouest. La ville de Limbe compte le plus de cas positifs de Covid-19 dans la région du Sud-Ouest, avec 27 patients enregistrés jusqu'ici. Le geste de l'honorable Gladys Etombi Ikome aux conducteurs de mototaxi, aux personnes vivant avec un handicap et aux femmes musulmanes va permettre davantage à ces groupes sociaux de lutter contre la propagation du virus. Ces personnes que j'ai choisi d'assister étaient un peu laissés derrière. Et c'est pour cela que j'ai essayé de faire quelque chose pour les mettre aussi dans les possibilités de lutter contre le Covid-19. Quand vous protégez avec le masque, vous lavez les mains, vous êtes en train de protéger les autres.
Et c'est ça qui est le plus important pour tout le monde maintenant. L'élu de la nation a aussi facilité l'obtention de la licence à une cinquantaine de conducteurs de mototaxi basés dans la ville de Limbe. La cérémonie organisée au lieu dit Church Street a permis aux responsables en charge de la santé publique dans la ville de sensibiliser les populations sur l'importance des mesures barrières. Une autre élite politique sur le terrain de ce combat dans la Bumba Ngoko, c'est dans la région de l'Ouest. La députée RDPC Marie-Solange Djabou était aux côtés des populations de Yokadouma et de Garigombo pour cette même mobilisation contre la pandémie. Michel Renaud, Oanja. Les populations de la Bumba Ngoko, à l'abri du Covid-19, reste le vote du député Marie-Solange Djabou. Un vœu matérialisé par la distribution des kits d'hygiène aux populations de Yokadouma. Je suis très satisfait du grand geste que l'honorable Djabou vient de faire. Ça nous va tout droit au cœur. Au cours de cette descente, l'élu du peuple a exhorté les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité. Mon département, jusqu'à aujourd'hui, n'enregistre aucun cas. Mais cela ne nous empêche de maximiser tous les efforts pour empêcher à ce virus d'entrer dans notre département. Même son de cloche au cours de l'étape de Garigombo. Ici, seaux à robinet, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques et des cache-nez ont été remis aux autorités pour distribution aux populations. Nous tenons donc ici solennellement à lui témoigner toute notre gratitude pour cet élan de générosité. Ce geste du député RDPC de la Bumba Ngoko valait ainsi son pesant d'or. Levée de bouclier également contre la pandémie à Garoua, région du Nord. C'est l'association Solidarité Amicale qui remettait du matériel d'hygiène et de protection aux populations des quartiers périphériques de la capitale régionale du Nord. À Garoua, retrouvons Ousmane Sanda. Ces 20 000 masques remis au préfet des départements de la Benue, du Faro, de Mayoraï et de Mayoloti vont servir à renforcer les mesures barrières instaurées par le gouvernement. Lesquelles mesures sont progressivement respectées par les populations qui s'habituent au lavage de mains et au port des masques. Responsables des agences de transport, mototaxi et marchés sont entre autres ceux appelés à bénéficier de ce don. Au cours d'une séance de travail qu'il a présidée dans ce service, le gouverneur Jean Abaté dit s'est apaisanti sur le rappel des mesures barrières, la sensibilisation et surtout l'importance du port de masque. Pour lui, s'il est bien utilisé, ce don du chef de l'État servira à coup sûr à freiner la propagation du Covid-19 dans la région du Nord. Dans le nord-ouest, précisément à Djakiri, la réception du don spécial du chef de l'État rassure les populations. Samedi, le sous-préfet procédait à la distribution de ces masques de protection et du matériel d'hygiène, dont du président de la République. Dans le Bouy, le reportage de Augustin Guizana. À la place des fêtes de Djakiri, des leaders des communautés, autorités traditionnelles, religieuses, des chefs des quartiers, des chefs d'établissements scolaires, responsables du secteur des transports ont reçu des kits d'hygiène, faits de savon et de gel hydroalcoolique, des masques de protection, des seaux à robinet. Le don est du président de la République, Paul Biya. C'est le sous-préfet de l'arrondissement qui procède à la distribution de ce don. Andro Monoké Poulin rappelle aux populations que le virus est réel et qu'il tue sans distinction de chapelle politique et classe sociale. Conscient de cette pandémie qui menace le monde, ajoute l'autorité administrative, le chef de l'État a pensé à ses compatriotes de Djakiri. Ainsi appelle-t-il les bénéficiaires à en faire bon usage, car par le respect des mesures barrières, à l'aide du bouclier reçu ce jour, l'arrondissement ne portera pas les germes du Covid-19, dira Monoké Poulin. C'est le prix à payer pour cette unité administrative, ajoute-t-il, qui vit déjà les affres de la crise sociopolitique. Jusqu'ici, Djakiri n'a encore enregistré aucun cas positif du Covid-19, mais ne doit pas baisser la garde, a conclu le sous-préfet. Je vous propose d'aller à présent au centre des opérations d'urgence de santé publique au quartier Messa. Ici à Yaoundé, nous allons faire le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus pour ces dernières 24 heures au Cameroun. Le bilan de cette journée qui affiche 157 nouveaux cas et 52
cas de guérison. Pour les explications dans cette flambée des cas de contamination, retrouvons donc Évariste Eyenga Amessa au QG et son expert de ce soir pour comprendre. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle. L'escalade des contaminations se poursuit sans faiblir. Le chiffre de ce soir ne l'indique peut-être pas avec acuité, mais c'est la réalité. Tenez, il y a eu 154 nouveaux cas confirmés, mais à la réalité, c'est un chiffre en trompe-l'œil. C'est le sommet de l'iceberg. À la réalité, c'est le résultat de 2 laboratoires sur les 10 contre le territoire national. C'est-à-dire, selon les spécialistes, que si tous les résultats avaient été remontés dans les délais, on se serait rapproché de demi-milliers de personnes contaminées et confirmées. À la réalité, c'est parce que certains de ces laboratoires ont un statut administratif et en raison de la journée fériée et chômée que les résultats n'ont pas été centralisés. Il y a eu des guéris, vous l'avez indiqué tantôt, Adèle, 52. Il y a également 56 patients qui sont sous assistance respiratoire. Les décès, il y en a eu 6, 3 survenus sous des formations hospitalières, alors que les 3 autres sont extra. Ce soir, nous allons parler de la surveillance de l'épidémie dans les communautés. C'est sous l'éclairage du docteur Evuna Armel. Il est épidémiologiste, médecin de la section des opérations. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Dis-nous, depuis le lancement de cette surveillance de l'épidémie dans les communautés, où en est-on et quels en sont les premiers résultats? Alors, merci déjà par dire que la surveillance de l'épidémie à base communautaire est cette stratégie qui va nous permettre de détecter précocement les cas confirmés à partir d'une alerte qui nous aura été donnée par un membre de cette même communauté. C'est-à-dire que vous aurez un individu qui sera soit dans une famille, soit dans un quartier ou une entreprise qui constatera dans son entourage une personne qui présente des signes suspects de Covid, va appeler le 1510. Et à partir de ce moment, le 1510, qui va considérer cette alerte, cet appel après analyse comme une alerte, va transmettre cette alerte aux équipes d'intervention et d'investigation rapide. Ces équipes, à leur tour, vont se déployer et aller à la rencontre de ce cas confirmé pour non seulement le prélever, mais également prélever toutes les personnes avec lesquelles il aura été en contact dans un certain délai de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une stratégie qui est effective depuis l'activation du système de gestion des accidents et elle a déjà donné de très bons résultats puisque depuis qu'elle a été implémentée, nous dépistons des centaines de nouveaux cas chaque jour. Cela se voit, depuis le 20 mai, on est dans une moyenne de 200 par jour, à l'exception peut-être d'aujourd'hui et d'avant-hier. Alors, compte tenu de cette flambée des contaminations, est-ce que l'offre hospitalière ne va pas se trouver débordée? Alors, effectivement, comme on peut s'y attendre dans toute flambée épidémique, il y a ce risque de débordement des capacités hospitalières. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la stratégie qui a été mise en place a prévu d'identifier d'autres sites offrant une plus large capacité d'accueil, comme par exemple le stade militaire ou bien l'ancien bâtiment Orca. Mais il faut quand même préciser que l'admission en hospitalisation est surtout indiquée pour les personnes testées positives présentant un stade modéré ou sévère de la maladie en fonction de l'évolution, en fonction de l'évaluation clinique. Tandis que pour les personnes qui ne présentent aucun symptôme ou bien des symptômes légers, elles se verront proposer soit un suivi dans ces formations sanitaires agréées en fonction de la capacité d'accueil, soit alors un suivi à domicile par une équipe médicale qui s'enquérera régulièrement, à une fréquence régulière, de leur état de santé, tout en respectant les mesures de confinement. On vient de noter au passage que la prise en charge à domicile est aussi possible. Merci à vous, docteur, pour tous ces éclairages. Lors du point de presse de ce soir, le docteur Etundi Mbala a fait un rappel, celui de ne pas stigmatiser toutes les personnes qui sont porteuses de la maladie à coronavirus. Il s'est dit un peu indigné en exprimant un peu le ras-le-bol du corps médical, un peu gêné de voir des patients qui débarquent à l'hôpital au tout dernier moment alors qu'ils ont présenté longtemps avant les signes de la maladie. Par peur de stigmatisation, par peur de l'hôpital, ils n'y sont pas allés. Malheureusement, le patient revient vers l'hôpital lorsque ces minutes, ces jours sont comptés. À vous.
Merci Évariste Eyenga, merci à votre expert de ce soir. Et le 20h30 transmet tous ses encouragements aux familles éprouvées ce soir par ce coronavirus. Nous allons directement dans la région de l'extrême nord où là-bas également sur le terrain, le dispositif de prévention se construit. Les populations du Mayo d'Anaï Sud, désormais mieux armées contre la propagation du Covid-19 grâce aux dons du député Célestin Tabouli. Malmoussa le Doublez est à Doukoula. Maintenir les populations de Doukoula, de Datcheka, de Tchatibali et de Kalfou à l'abri du coronavirus, c'est le défi qu'entend relever ce député RDPC du Mayo d'Anaï Sud qui met ici à la disposition de la population des kits de protection. Bien plus, il s'est engagé dans une campagne d'éducation de son électorat sur l'application des mesures barrières. Le président de la République a montré la voie. Nous, parlementaires, nous devrons également suivre ce chemin pour apporter notre contribution à nos populations qui viennent à peine de nous élire au niveau de l'hémicycle. Le ton de la riposte donné par le président de la République à travers son don spécial et le geste du parlementaire constitue une arme de défense pour ces populations bénéficiaires. C'est un acte qui va aider les populations dans la mesure où vous avez vu le don qui a été distribué. Nous sommes très ravis. L'occasion était idoine pour le sous-préfet de Doukoula d'appeler ses administrés à la plus grande vigilance. Pour nous remonter le moral à peine, écoutons donc ce témoignage du chef du village Bouéné à Bodiman, c'est dans le département du Nkam, région du littoral. Sa Majesté Wilfried Eteki raconte sa guérison du Covid-19 pour encourager les malades et rendre hommage aux soignants. Notre reporter Gaël Moudi-Ondedi l'a rencontré dans le littoral. Regardez ce reportage. C'est un monsieur de la cinquantaine, restaurateur connu et maître de taekwondo bien conservé, qui a été confronté au coronavirus. Tout de suite, il s'est jeté dans le combat. Au début, j'ai fait de l'automédication, ce qui était une grave erreur. J'ai d'abord pris toute la série traditionnelle, vous savez. Je suis allé voir quand même un pharmacien. Il m'a dit, écoutez, voilà de la chloroquine, voilà du Zitromax, de la zithromycine. Au bout de 5 jours d'automédication et floué par un pharmacien véreux qui lui vend de la fausse chloroquine, Sa Majesté Eteki, qui entrevoit l'au-delà, est tout près de jeter l'éponge. Il y a eu une soirée où j'arrivais vraiment pas à respirer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se dit, si on ne respire pas, c'est que c'est vraiment c'est compliqué. J'ai rédigé mon testament à 3 h du matin. Cette affaire-là fait peur. Sur les conseils avisés d'un ami, le maître de taekwondo décide de déporter la bataille contre le Covid-19 sur un autre terrain, une clinique. Vitamines et zinc compris, j'avais 9 médicaments. Donc il y avait la chloroquine bien évidemment, avec la zithromycine, le Xarelto. Et puis après ça, on m'a donné un médicament pour protéger mon foie. C'était tout un package. Et c'est, je pense, ça qui m'a permis au bout de 5 jours après la première prise de me sentir bien. Quelques kilos en moins et toujours fatigué, c'est un homme décidé à vivre autrement qui sort victorieux de cette lutte acharnée pour la vie et tient à envoyer ce message à tous ceux qui fuient désormais les hôpitaux. Je me suis dit, il y a des Camerounais qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook. Donc eux, je dois les laisser mourir, ne pas leur dire. Les Camerounais doivent tous se soigner et nous avons des médecins compétents. Ça, il faut le préciser. C'est-à-dire que cette clinique-là, le centre des maladies respiratoires à Bonanjo de Dr Tengan et c'est Dr Mbevo Ornella qui m'a soigné, ces 2 personnes-là font de la médecine. Loin de la querelle des médecins sur ce qui fonctionne ou pas, le chef des Bouénais de Bodiman n'a qu'une idée, aider à sauver la vie aux nombreuses populations camerounaises qui ont en ces temps troublés des questions plein le cerveau. Naturellement, de nombreux autres cas de guérison sont recensés, même si tous ne viennent pas témoigner, ainsi que vient de le faire le chef Bodiman. Nous encourageons tout cela à encourager également à leur tour
ce moral des Camerounais. La lutte contre l'insalubrité également, qui peut être une solution contre ce Covid-19. Les jeunes du quartier Yassa à Douala, 3e, prêchent par l'exemple. Ils ont organisé ce dernier samedi une opération quartier propre. Léon Bertrand Tanefo raconte depuis Douala. Un arbre planté, symbole d'un espoir de verdure et de salubrité pour les populations de l'arrondissement de Douala 3e. Une ambition portée par l'association des ressortissants de Yassa pour le développement local à Ridel. Ce samedi, comme à l'accoutumée, elle était à la manœuvre pour balayer, curer et désherber les abords de la voie publique. Je puise dans une thèse qui a été développée par plusieurs grandes autorités mondiales, c'est-à-dire que n'attendez pas que le gouvernement fasse tout pour vous, essayez d'agir également pour le compte du gouvernement. C'est une action citoyenne, c'est la petite pierre que la communauté apporte justement dans cette perspective. Nous souhaitons que le pays soit propre, nous souhaitons que le pays soit développé. Une initiative de développement autocentré qui reçoit l'onction des pouvoirs publics et de la municipalité locale. L'hygiène et la salubrité devront être privilégiées en cette période de crise sanitaire. Quand des actions comme celle-là se produisent, elles provoquent une émulation, elles provoquent un effet domino. Donc il est clairement établi que ce soit Yansoki, Yachika et bien d'autres quartiers, on va suivre le pas. C'est la municipalité locale qui en sort grandi parce que en réalité ceci relève des missions de la municipalité, des missions régaliennes d'une municipalité, c'est-à-dire qu'il faut songer à l'embellissement d'une infrastructure qui est un bien d'usure, bien usité. Une protection par la salubrité, renforcée par la distribution des masques. Yassa se veut désormais la propre, la vête et surtout la protéger. La contribution d'un artiste musicien dans cette lutte contre le Covid-19 au Cameroun, Ben Martin, c'est son nom, il vient de faire un don de matériel d'hygiène et de protection aux populations de l'arrondissement de Mbandjok. C'est dans le département de la Haute-Sanaga. Mbandjok qui compte déjà 5 cas positifs et un décès des suites de coronavirus. Claudia Zembomo de CRTV Centre. De la chanson à l'action, l'artiste Ben Martins écrit les notes de la générosité à l'endroit des populations de Mbandjok dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La seule motivation que j'ai, c'est les dégâts que le coronavirus ne cesse de faire sur notre société et surtout dans le domaine dans lequel j'exerce le plus, le domaine culturel, la musique. Je suis peut-être parmi les personnes les mieux placées pour expliquer à mes frères les conséquences de cette pandémie. Masques chirurgicaux et de fabrication locale, du savon, des seaux robinets, de la javel et du gel hydroalcoolique entre autres, destinés principalement aux conducteurs de mototaxis qui sont les couches les plus exposées à cette pandémie. Ils ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce reportage à Mbandjok. Certainement, nous y reviendrons en diffusion totale et globale dans nos prochaines éditions. Le temps également de continuer de parler des dons du chef de l'État et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un don qui est désormais disponible auprès des populations vulnérables de la région de l'extrême nord. Ces lots étaient remis aux 6 préfets de la région vendredi par le gouverneur Midji Awa Bakari. Le récit à Maroua, Abdoulaziz Amadou. C'est la traduction dans les faits de l'engagement du chef de l'État à stopper la propagation du Covid-19 dans la région de l'extrême nord. En remettant ses appuis aux 6 préfets, le gouverneur Midji Awa Bakari a insisté sur le renforcement des mesures barrières. Le chef de l'État a bien voulu recadrer les choses pour amener les uns et les autres à plus de responsabilités. Nous avons des pères éducateurs, nous avons des médias qui à longueur de journée sensibilisent les populations et personne n'est à l'abri. Au cours de cette cérémonie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a aussi mis à la disposition des réfugiés et des déplacés des kits d'hygiène et des cartons de savon. Nous avons pris beaucoup de dispositions pour la lutte contre le Covid-19 dans le cas de Minawao en faisant des campagnes de sensibilisation et en faisant aussi beaucoup de dons. Pour
Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré aussi bien dans le camp de Minnawaou que dans les sites de déplacés. Revisitons Yaoundé, la capitale du Cameroun, ce soir, au détour d'une publication de la communauté urbaine. La publication célèbre l'œuvre du dernier délégué du gouvernement, Gilbert Timi Evouna, délégué du gouvernement de 2004 à 2019. Et le titre de la publication annonce Yaoundé, la capitale, 15 années après. Des faits et des images sur une capitale en chantier. C'est un reportage de Séverin Legambélé. Le récent numéro de Yaoundé, la capitale, une publication de la communauté urbaine, retrace pour la prospérité l'ensemble des actions de Gilbert Timi Evouna à la tête de l'hôtel de ville de 2004 à 2019. Un panorama de réalisation dans le domaine de l'aménagement urbain avec en bonne place la création des espaces marchands, des espaces de restauration tels les cascades du Mfundi, les espaces de loisirs à l'exemple du bois Sainte-Anastasie ou des forêts urbaines. La place de l'Indépendance, la place de l'Hippodrome a été aménagée, contribuant ainsi à enrichir le patrimoine immobilier de la ville. Dans les faits qui sont présentés, le premier magistrat de la ville entre 2004 et 2019 s'est illustré par l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, par des aménagements divers, en se dotant d'un outil de communication, la radio Onkulongola pour l'éducation des masses. C'est un travail que le délégué du gouvernement a voulu innovant parce qu'on ne peut pas travailler uniquement avec l'éducation sous la forme d'éducation-répression. Il vaut mieux qu'on essaye l'appropriation des idées de progrès. Hier et aujourd'hui, sa préoccupation majeure, l'incivisme et le désordre urbain, restent d'actualité. La lutte contre le désordre urbain, pour qu'elle puisse porter, il faut que ce soit une action globale. Parce que c'est comme une espèce de gangrène. Le désordre urbain doit être combattu et je me suis engagé à le faire. Face à l'avenir, Yaoundé, la capitale, a quelques atouts à faire valoir. Revenons à la croisade contre le Covid-19 dans le département du Noun, région de l'Ouest, avec cet atelier pour les 900 agents de relais communautaires du district de santé de Fumbani. Ils seront davantage armés dans la prévention et dans la gestion de cette pandémie compliquée à travers cet atelier de formation ouvert ce lundi. Jean-Paul Pondy de CRTV Sud. Covid-19 avec 64 cas déclarés, dont 47 pour le seul district de santé de Fumbane, le département du Noun veut arrêter la progression galopante de cette maladie sur son territoire. D'où cette initiative de l'association Côte-là. L'arme fatale qui doit barrer la route, c'est la sensibilisation, c'est la communication. On doit aller vers cette population. Loin d'être une affabulation, le Covid-19 est bien présent ici et il faut donc tout faire pour que le département du Noun ne s'enfonce davantage. Nous irons sur le terrain, nous irons dans les associations, dire à nos proches de changer leur façon de faire. Parce que la tétutesse que nous sommes en train de faire encore face à la pandémie risque de nous faire arriver à un stade qu'on ne pensait pas. Belle occasion pour le chef de district de santé de Fumbane de saluer cette initiative. Débutée le mois dernier, elle va se poursuivre les prochains jours dans les autres arrondissements du département du Noun. Parlons de l'école et c'est certainement bientôt le 1er juin, mais c'est un autre sujet, l'éducation de base dans la région de l'Est où les responsables des établissements privés sont désormais mieux édifiés sur les critères pour bénéficier des subventions de l'État et ils viennent de prendre part à cet effet au comité régional annuel de l'enseignement privé. Retrouvons à Berthois, Georges Alain et Yango. En passant au scanner, l'année scolaire en cours, au sein des établissements privés du Soleil Levant, un même constat sur les plans pédagogiques, administratifs et financiers, c'est le dysfonctionnement qui prévaut. Les effets néfastes du coronavirus
y sont pour beaucoup. Notre source d'argent, c'est les pensions. Et dans notre région, la vie est difficile. On comprend les parents, mais avec l'arrivée de Covid, tout a été bouleversé. Beaucoup de promoteurs n'ont pas eu la totalité de l'argent pour pouvoir payer les enseignants. Pratiquement au bord du gouffre, les chefs d'établissements privés espèrent trouver un second souffle en bénéficiant des subventions de l'État, mais à condition d'être éligibles. Il est question pour nous de faire d'abord un travail à la base. C'est à l'issue de ce travail que la haute hiérarchie peut donc décider de qui peut continuer à percevoir des subventions, quel établissement suspendre dans la perception des subventions, les nouveaux établissements, quels sont les critères à remplir pour pouvoir entrer dans la liste de ceux-là qui perçoivent déjà les subventions. Lors des travaux de ce comité régional, les différents participants ont également évalué les modalités de contractualisation des établissements privés du Soleil Levant. Avant de refermer ce 20h30, je signale ces deux télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit pour le premier à son homologue Alberto Fernandez. Le président de la nation argentine, c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami. Le deuxième courrier présidentiel félicite Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, à l'occasion également de la fête nationale de la Jordanie, ce 25 mai 2020. La fin du 20h30. Pour l'essentiel dans l'actualité, on retient la marche vers l'unité de l'Afrique, de l'OUA à l'Union africaine, 57 années de construction, célébrées ce 25 mai, journée de l'Afrique. Les célébrations à Yaoundé étaient racontées dans ce journal. Et puis la marche vers la modernisation de 14 péages routiers. Après la signature la semaine dernière de l'accord entre l'État du Cameroun et la société Fayat, une longue parturition qui était racontée dans ce 20h30 et nous aurons la suite à venir. Et puis la marche fulgurante de la contamination au coronavirus, plus de 5400 malades comptabilisés au Cameroun ce lundi. Le ministre de la Santé publique et les autres experts annoncent l'entrée dans une phase compliquée de la pandémie au Cameroun. C'était donc le 20h30, préparé avec la collaboration de Elvire Ninan Galim et de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Yves-Marc Moudzo et ses invités dans Présidence Actu. Prenez soin de vous, portez donc des masques dans les espaces communs de vie, respectons les mesures barrières, protégeons les autres. On ne cessera jamais de le dire. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV et je vous dis à demain, 20h30.